Oui. Pour vous, chers auditeurs, auditrices qui venez de nous rejoindre, vous suivez Psycho Saturday Haïtien Haïti 2023, notre troisième édition, notre rendez-vous annuel, événement qui est rendu possible par Microsoft, Redgate et Data Driving Community, à qui nous adressons des remerciements vraiment très chaleureux, et à notre organisateur principal, Jean-Joseph, tous nos remerciements à nos speakers et en particulier Christian Côte qui vient de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Christian. Pour une fois encore, vous allez gâter les auditeurs avec votre présentation, vos thèmes qui sont en général très intéressants. Et cette année, vous allez développer le thème Azure Synapse Lake Database in your data lakehouse. Donc, Christian, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà partagé votre écran. Je vous invite à vous présenter et à démarrer tout de suite avec la présentation. Bonne écoute et bonne participation, tout le monde. Christian, à vous. Parfait, merci. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que je peux partager l'écran au complet? Oui. Entire screen. Parfait. OK. J'imagine que vous voyez mon écran présentement. Ici. Oui. Parfait. C'est bon. C'est bon. Donc, utilisez les databases Synapse dans votre Data Warehouse. Ici, donc, ça, ce sont nos commanditaires. Merci beaucoup. Et qui est-ce que je suis? Moi, je suis un ingénieur de données, architecte de solutions. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le métier du BI, de l'analytique. J'ai fait beaucoup de développement ELT, ETL on-prem avec des outils comme SSIS, Informatica. J'ai de l'expérience dans différents domaines. Ici, pharmaceutique, financier et éducation, santé. Je me suis vraiment spécialisé dans les entrepôts de données. BI, le Big Data, on n'a pas le choix, on n'y échappe pas. J'ai écrit plusieurs livres sur l'intégration de données sur Data Factory, sur SSIS. Je suis Data Platform MVP depuis 14 ans et je m'occupe du groupe d'usagers de Montréal, ici avec une autre de mes collègues, Michel Goudzette. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du lakehouse. C'est quoi un lakehouse? Comment on s'en sert? Et pourquoi les lakehouses sont nécessaires pour l'analytique moderne? Ici. Ensuite, on va parler évidemment du sujet principal, Azure, les lakes database de Azure Synapse, conception d'une base de données, ingestion et consommation des données. Donc, le lakehouse, c'est l'évolution naturelle des data lakes et des data warehouses ici. Ça a commencé dans les années 90 et 2000. C'est qu'autrefois, dans les années 80 et tout, les gens se concentraient à entrer des données dans les systèmes. Donc, c'était le début des bases de données relationnelles dans les années 70, les années 80. Donc, les gens inséraient des données. Donc, on se concentrait sur la troisième forme normale, quatrième forme normale, cinquième forme normale pour optimiser l'insertion des données. Mais un mode donné, on s'est dit, il faut qu'on sorte les données des systèmes parce que c'est bien beau entrer des données, mais si on en fait quoi après? Donc, il y a des compagnies comme Nielsen dans les années 80, d'autres qui ont dit, maintenant, il faut développer une autre façon de faire. Donc, il faut sortir les données, ce qui a amené au BI et aux entrepôts de données, les data warehouses ici. Donc, le data warehouse, la raison de ça, c'est qu'on veut analyser les données
sans trop pénaliser nos systèmes sources. Donc, on copie les données dans d'autres structures et ça nous permet de faire de l'analytique. Donc, je peux voir les ventes de cette année au mois d'avril par rapport aux ventes de l'an passé au mois d'avril. Pour les systèmes modernes, maintenant, de plus en plus de données. Donc, ça pénaliserait nos systèmes sources si on allait faire des données, si on allait faire des requêtes dans ces systèmes-là ici. Donc, dans un entrepôt de données, donc, ça contient des données structurées ou semi-structurées. Quand je parle de semi-structuré, je parle de XML, je parle de JSON. Ce n'est pas très flexible en fait en termes de type de données. Même si on peut avoir du XML, du JSON, mettre une vidéo, mettre une photo dans une base de données, c'est pas la meilleure, c'est pas la façon, c'est pas le meilleur outil si vous voulez. C'est pas le meilleur endroit. Je vais revenir sur ça plus tard. Par contre, c'est bien organisé. Hein? Un entrepôt de données, je peux faire des requêtes. C'est optimisé pour le genre de requête que la business veut faire. Donc, c'est vraiment optimisé pour ça et ça nous donne des bonnes performances. Donc, bien organisé, ça veut dire que c'est facile à consommer. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines limitations, dans le sens que souvent, c'était des fichiers qu'on avait à traiter. Genre, si j'ai un PDF, donc un fichier Adobe Acrobat, je voudrais aller chercher l'information qui est dans ce fichier-là. Vous ne pouvez pas mettre ça dans une base de données facilement et extraire l'information facilement. Donc, il est arrivé les data lakes dans les années 2000, début des années 2010, pardon. Donc, ça, ce sont des fichiers. Donc, on met n'importe quelle donnée dedans. Si c'est un PDF, si c'est une image, si c'est une vidéo, on met ce qu'on veut dedans. Donc, ça ne nécessite pas de structure prédéfinie, ça ne nécessite pas de schéma comme une table dans une base de données. Mais par contre, le gros désavantage, c'est pas toujours bien organisé, en sens que faire des requêtes sur des fichiers, même si c'était des fichiers CSV, Common Separated Values, ou des fichiers parquet, s'ils n'ont pas la même structure, ben on va fouiller un peu là, pour faire nos requêtes. Puis la performance de ces requêtes-là, comme ce sont des fichiers, n'est pas toujours bonne par rapport à une base de données. Donc, l'avantage du Data Warehouse, donc ça se retrouve la plupart du temps dans une base de données, ici, pour toutes sortes de raisons, pour la performance, pour être facile à consommer. Les données sont nettoyées et validées. Ici, les requêtes reviennent en peu de temps, souvent en quelques millisecondes. Christophe en parlait un petit peu avant. Il y a plusieurs façons d'optimiser les performances. Donc, on a les stratégies d'indexation que Christophe parlait dans sa présentation précédente. On peut faire du partitionnement. Si on travaille avec Synapse, on peut jouer sur la distribution des données. Je pense Synapse, le SQL Pool. Donc, on a plusieurs outils, plusieurs moyens d'optimiser la performance. Le défi, c'est qu'il faut créer un modèle de données qui soit facile à interroger. Et ça demande de l'effort. Il faut aller voir les gens de la business, il faut aller voir nos clients, aller leur poser des questions. C'est quoi leur requis? Qu'est-ce qu'ils veulent faire comme rapport et tout et tout. Ça prend du temps souvent et souvent, on n'a pas tout le temps les bonnes réponses. Donc, c'est un peu le défi qu'on a avec les entrepôts de données. Et évidemment, le côté transformation, quand on parle ETL ou ELT, là, le T, la taille du T dans ça, comme on dit souvent, c'est le plus de transformation qu'il y a, ben, le plus complexe ça va être. Donc, ça nécessite plus d'ingénierie de données. Ici, quand je dis que ça peut mener à des pipelines et de données complexes, là, ça dépend de nos sources et ça dépend des transformations qu'on fait et ça dépend du modèle. De la limitation au niveau des types de données aussi. Mettre une vidéo de 10 gigs dans une base de données, ce n'est pas la meilleure option. Pour pouvoir après ça aller chercher certains points au niveau de notre vidéo, ce n'est pas la meilleure option. Donc, on ne met pas ça dans un entrepôt de données. Parce que justement, une vidéo de 10 gigs, ben, ça va être assez lourd sur une base de données. Donc, ce n'est pas le meilleur endroit pour stocker ce genre de
fichiers-là, ici, parce qu'on quand même, on a moins puis aussi en même temps, on a moins d'historique. Par exemple, dans le cas de la COVID, j'avais un client qui, lui, archivait pour des fins de formation, il archivait la façon que les infirmières étaient pour donner le vaccin. Donc, l'aiguille, la façon qu'elle était positionnée sur le bras. Donc, il y avait besoin d'un historique pour montrer une tendance, comment est-ce qu'avec la formation, ben, les vaccins étaient mieux donnés, si vous voulez. Alors, donc, on pouvait, pour garder cet historique-là, on n'aurait pas pu avoir une base de données. Il aurait fallu prendre, premièrement, c'était des vidéos de 50 secondes qui faisaient facilement plusieurs centaines de meg. Donc, ça n'aurait pas fait dans une base de données. Ça aurait pu se faire, mais ça aurait comment je pourrais dire, ça aurait, je cherche le mot, je l'ai juste en anglais, là. Anyway, la base de données n'est pas le meilleur endroit pour ça. Un data lake, ben, c'est constitué de fichiers. Donc, les vidéos que je vous parlais à cause du vaccin, ben, on n'a pas de limitation avec ça. On pouvait les stocker dans un Azure Storage Account. Et ça nous permettait justement de pouvoir avoir le nombre de fichiers qu'on voulait. Ici, donc, on peut stocker toutes les données. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de, on n'est pas limité, on est limité en termes de fichiers. Donc, il n'y a pas de type de données. Si j'ai du string, si j'ai pas ce genre de limitation-là ici. Le schéma est défini à la lecture. Donc, ça veut dire que c'est moi qui dois figurer quand je fais mes requêtes, comment je vais joindre mes données, comment je vais extraire les données de mes fichiers. Ça peut être simple si j'ai des sources de données simples. Mais parfois, ça peut devenir très complexe. Dans le domaine de la santé, il y a quelque chose qui s'appelle HL7. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut avoir au niveau qu'un médecin pourrait faire au niveau de notre santé, au niveau de notre corps. Toutes les mesures qu'il pourrait faire. Et ça, ce sont des JSON imbriqués dans différentes hiérarchies. C'est pas facile à consommer, donc il faut les transformer. Mais dans un data lake, c'est le genre d'endroit où est-ce qu'on mettrait ça parce que c'est un schéma qui est complexe et mettre ça dans une base de données, ça ne ferait aucun sens. Les défis, ben, comme c'est des fichiers, les requêtes vont être plus lentes. Hein? Ça va venir en secondes plutôt qu'en millisecondes. Puis, on a juste le partitionnement pour améliorer les performances. On n'a pas vraiment d'indexation avec ça. Il faut juste s'assurer qu'on n'ait pas trop de petits fichiers. Donc, il faut condenser les fichiers le plus possible. Et la constance des données va varier parce qu'on ne fera pas beaucoup de validation. On reçoit les fichiers de nos systèmes sources et on ne les valide pas nécessairement dans un data lake. Et comme je disais, le schéma est défini à la lecture. Donc, pour comprendre un schéma, comparé à un schéma relationnel optimisé, ben, on a beaucoup de travail à faire. Donc, pour pallier à tout ça, au début des années, je vous dirais, en 2020, Databricks a popularisé le concept du Data Lakehouse, finalement. Donc, le Data Lakehouse, ça combine les deux architectures précédentes, le lac et l'entrepôt de données. Donc, ce que ça nous donne, c'est que je peux stocker ce que je veux dans mon Lakehouse, ici, et j'ai pas vraiment, je ne suis pas limité en termes de type, en termes d'espace. Aussi, c'est donc, en ayant le warehouse, ben, je peux aussi faire un schéma qui va être plus optimisé pour les requêtes ici et avoir des meilleures performances aussi. Donc, comment on démarre ça en lakehouse finalement? C'est qu'on définit un lac en premier, donc un Azure Storage Account, dans lequel on va mettre nos fichiers. Au fur et à mesure que les besoins, qu'on comprend mieux les besoins, qu'on comprend mieux ce qu'on doit faire avec ces fichiers-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les fichiers, on va commencer à faire des structures un peu plus optimisées. Donc, on construit des tables. Je vais vous montrer ça tantôt dans ma démo. On construit des tables avec des données qui sont validées. Donc, ces tables, ça peut être les premiers balbutiements d'un entrepôt de données, ou ça peut être intégré à un entrepôt de données existant. Donc, on a plusieurs choix avec ça. C'est donc l'architecture d'un lakehouse, c'est pas mal ça ici. J'ai plusieurs sources de données. Ça peut être batch, ça peut être en temps réel, streaming ici.
On va mettre ça, on va archiver ça dans la zone bronze. La zone bronze, c'est-à-dire qu'on ingère les données telles qu'elles sont dans les sources, sans aucune transformation, des fins d'historique et des fins d'audit. On va faire certaines validations ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va aligner certains types de données. On va aligner certaines structures. Donc, si par exemple, j'ai un fichier patient avec 17 colonnes et j'en ai un avec 15 colonnes, bien, on va essayer d'avoir soit 15 ou 17 colonnes. Donc, on va aligner les structures pour qu'elles soient plus faciles à interroger par la suite. On va aussi voir les nuls. Est-ce que je vais avoir des nuls, pas nuls? Donc, c'est ça qu'on va... c'est le genre, c'est plutôt du système, ce qu'on va faire ici. Nettoyer les données, à savoir, est-ce que, Christian Côté, qui habite à Montréal, c'est le même Christian Côté qui habite à Laval. Donc, on ne fera pas ça dans la zone silver, on va faire ça entre le silver et le gold. Ici. Le gold, vraiment, c'est le côté consommation. C'est là qu'on fait le monde à notre image. Donc, on va prendre les données, on va s'assurer qu'on va faire un modèle de données qui va répondre vraiment aux questions de nos clients ou de nos rapports ici. Assez générique, mais en même temps assez précis pour pouvoir donner des bonnes réponses ici. Et le côté gold, souvent, on va avoir dans certains systèmes, le bronze, le silver vont être dans un lac et le gold peut être dans une base de données ici. Ou sinon, si on veut voir le gold dans notre lac, on pourrait avoir un côté silver parce que la base de données va toujours être optimisée pour les performances. Donc, si j'ai une base de données ici, on appelle ça le côté platinum. Donc, j'ai bronze, silver, gold et platinum ici. Mais pour les besoins, ici, on va se limiter à bronze, silver et gold. Donc, ici, pourquoi, là maintenant que j'ai expliqué, on est parti des entrepôts de données, on a eu les lacs de données, maintenant, et on a maintenant le lakehouse. Maintenant, qu'est-ce que les lake databases viennent faire dans ça, justement? Ceux qui ont déjà travaillé avec des outils de modélisation comme ERWin, Power Designer ou Visio même, peuvent se rappeler qu'on avait des schémas d'entité-relation, souvent qui faisaient presque un mur au complet parce que c'était complexe. C'est une troisième forme normale. Mais donc, ça nous permet de schématiser nos données ici. Mais je vais vous montrer ça après, je vais en reparler. Ici, la vue d'ensemble qu'on a avec ça, c'est simple, c'est que j'ai des templates de base de données, donc j'ai déjà quelque chose qui est existant que je peux me servir. Je crée mes données de façon visuelle ici, et tout est stocké sur du Parquet ou CSV ici dans mon Azure Storage Account ici. Je peux me servir des pipelines pour faire la modification des données. Donc, j'ai ici, voyez-vous, Visual Create Pipeline Data Flow. C'est ce que je vais vous montrer tantôt. Et je peux consommer les données à partir de Azure SQL, à partir de Spark ici. Et voilà. Et après ça, je peux faire du machine learning, je peux faire Power BI. Donc, c'est vraiment, donc je vais ingérer mes sources de données ici en Parquet ou en CSV pour faire des rapports. Donc, le concept des lake databases, c'est utile pour les concepteurs de lakehouse parce que ça permet de communiquer la structure du lakehouse aux développeurs. Ça aide aussi les utilisateurs à servir des données. Surtout, je vais vous montrer un exemple tantôt avec Power BI. Donc, ça va nous permettre, ça aide aussi les end users, si vous voulez. Donc, les formats supportés, j'en parlais, il y a CSV et Parquet. Le modèle est défini comme tel, même si ce n'est pas enforcé, ce n'est pas renforcé. J'ai des clés primaires, j'ai des clés étrangères, des foreign keys et des relations. Je peux avoir des clés de partitionnement aussi. Et je peux aussi décrire mes entités et mes attributs. Donc, au niveau du designer, je vais vous montrer ça tantôt. Les tables sont disponibles pour différents services aussi avec Synapse. Ça peut être dans le serverless pool. Ça veut dire que le fameux serverless pool qui me coûte $5 US par terabyte.
Donc, je peux m'en servir dans ça ici. Je peux m'en servir dans Spark, dans un mapping Dataflow ou dans un notebook. Je peux aussi m'en servir avec Power BI. Donc, mon lake est disponible pour une gamme d'outils, à peu près tout l'écosystème de Microsoft. Ici. Il y a plusieurs façons de designer un lake. On peut partir à partir d'un lake database, excusez-moi. On peut partir à partir de zéro. On peut utiliser du data existant ou on peut utiliser des templates prédéfinis. Ici. Voilà, j'arrive à ma partie démonstration. Juste sortir d'ici. Lake démo, parfait. Donc, quand on veut designer, voyez-vous, c'est juste pour vous montrer, ça, j'ai démo, j'ai bronze ici. Donc, ça, c'est mon stockage du côté Azure. Voyez-vous, Azure Data Lake Storage Gen 2 ici. Juste une petite chose, je suis parti de pipeline ici. Et ça, c'est la pipeline finale. La raison pour laquelle je fais ça, je vais s'ouvrir la pipeline. Je vais partir le débogueur, parce que ça prend à peu près 5 minutes à partir. Ici. Donc, je reviens à mon exemple ici. Je reviens ici. Donc, ce que j'essaie de schématiser, c'est que j'ai des... Je vais aller ici, je vais vous montrer ce que j'ai comme fichier. Donc, j'ai AL pour Alabama, AK pour Alaska et tout et tout. Donc, ça, c'est mon fichier de référence pour les États aux États-Unis. J'ai un autre fichier ici qui va me donner les taxes, donc l'impôt qui a été payé par État. Donc, ça, j'ai plusieurs colonnes dans ça. Voyez-vous, j'ai encore mon code d'État ici. Je vais pouvoir le relier avec mon autre fichier que je vous ai montré tantôt par le code. Et j'ai un paquet de colonnes ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, il y a une colonne en particulier. C'est le A0250 qui me donne l'impôt qui a été payé par... ça, c'est tout anonymisé par zip code ici. Donc, mais en même temps, l'impôt qui a été payé par État, ça ne me dit pas grand-chose. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est la population. Pour la population, je me suis servi d'un simple dataset qui vient avec Azure ML. Et si je m'en viens ici, je vais faire une nouvelle requête. Ici. Et ça, là, je me sers du serverless pool présentement. Donc, voyez-vous, ça me donne... Je vais changer ça ici. Donc, ça me donne quand même l'âge, la race et tout, la population. C'est ce que je veux, moi. La somme de population par rapport à l'impôt, puis après ça, on va faire une moyenne. Pour savoir, par État, il s'est payé environ tant d'impôts pour une population de tant de personnes. Donc, je pars de 3 fichiers. Ici, je reviens à mon bronze, ici. J'ai ces 3 fichiers-là ici et je vais faire une table en bout de ligne que je vais mettre dans mon gold. Et cette table-là, là, je n'ai pas de silver pour les besoins de la cause. Là, et cette table-là va s'appeler Population Country Tax Info. Donc, comment faire ça? Là, moi, j'ai 3 tables, j'ai 3 sources de données, c'est assez simple. Mais comment mettre les relations? Comment créer tout ça? Si je parle de ça à un développeur, peut-être qu'il ne joindra pas les données de la bonne façon. Alors donc, ce qu'on va faire, je m'en viens du côté Workspace ici, j'ai des SQL Database qui m'ont serverless pool. Mais j'ai aussi un Lake Database. C'est de ça qu'on va parler maintenant ici. Un Lake Database, ça me donne ça ici. Donc, je peux prendre ça ici. Open. Et là, on va se faire un peu de place. Ici, je vais enlever ça, je n'ai pas de besoin. Donc, voyez-vous, ça, c'est mes fichiers State Abbreviation. Je peux renommer ça comme je le veux. C'était State BBR. Census Population Info. Ici. Ça, c'était mon fameux fichier US underscore whatever. Ici. Et le State Tax Information, c'est ça, c'est mon autre fichier que j'avais avec les fameuses colonnes. Ici, voyez-vous, les fameuses colonnes qui commencent avec des A et qui commencent avec des N. Donc, voyez-vous, la colonne qui m'intéresse, c'est L ici. Donc, ça ici, ce que ça me permet de faire, donc j'ai la façon de faire ça, je vais vous montrer après. Mais ce que ça me donne, c'est que je peux donner une description, ici, comme je le veux. Je peux dire où est-ce que mes données sont stockées. Ici, c'est quoi le format des données, si j'ai des headers et tout et tout. Si j'ai des données avec multilignes, donc j'ai un contrôle sur ça, mais c'est surtout au niveau des colonnes.
Donc, dans mon cas, ici, j'ai 2 colonnes et j'ai défini ça, c'est ma clé primaire. Elle ne sera pas enforcée, c'est-à-dire que si j'insère 2 fois la même valeur dans la clé primaire, ça ne plantera pas, mon pattern ne plantera pas, mais ça veut juste, à titre informatif, me dire que j'ai une clé primaire ici. C'est un string et la longueur, c'est 100 caractères. Ici, le state name, ça donc c'est le nom de l'état ici, donc c'est 100 ici. Donc, j'ai une longueur de 200, c'est un string. Vous remarquez que j'ai aussi une relation qui est ici. Donc, j'ai la relation ici entre les deux, c'est-à-dire si je m'en viens, en fait, je vais vous montrer à partir d'ici. Si je m'en viens ici, dans cette table-là, j'ai mes colonnes encore. Donc, oui, je peux avoir du nul et pas de nul. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les relations que j'ai. Donc, ça, c'est relié ici, celle-là. Elle est reliée state name vers la colonne state abbreviation avec state name. Donc, dans ce cas-là, j'avais juste le nom de l'état dans cette table-là. Je n'avais pas l'abréviation. Alors qu'ici, voyez-vous, state abbreviation, et donc la colonne, c'est abréviation. Donc, dans ce fichier-là, ce que j'avais l'abréviation sous le nom state ici. Et ça, c'est ma table finale. Et ma table finale, ben, je pourrais le relier à ma source ici, state ABBR, state abbreviation et abréviation. Donc, ça me permet de faire ça. Dans les colonnes, je peux aussi définir une colonne de partition. Donc, je pourrais dire, ajoute-moi une partition column. Dans mon cas, je n'ai pas assez de données pour ça, mais ça me permettrait de dire que je pourrais partitionner par état. Donc, je pourrais faire ça ici. C'est quoi le nom de la colonne de partition? Là, j'ai ça qui m'embête un petit peu ici, le StreamYard. Et ici, puis je pourrais dire c'est quoi ma description. Je ne le ferai pas, là, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi. Je vais fermer ça. Donc, ça, c'est mon schéma de base de données, c'est mon concepteur. Comment arriver à faire ça? Ben, je vais le fermer. Je vais enlever ce côté-là. Maintenant, ici, j'ai un lake database. Ici, je vais avoir lake, je vais en faire un autre. IT, démo. D'accord? Donc, lui, il va me dire par défaut, je vais mettre ça dans ce folder-là. Ici, l'input folder, ça va être ça. Et ça va être du texte. Ça, c'est juste informatif ici. C'est de l'information qu'il me donne, mais je pourrais dire que moi, je veux du parquet. Le format parquet, qui est un format qui est compressé par colonne, qui est beaucoup plus efficace. Mais bon, on va y aller avec ça ici. Donc, format délimité. Quand j'ai fait ça, donc là, j'ai créé ma base de données ici à ITDemo. Je cherche juste le fameux petit ici. Donc, ça a été créé. Ah oui, maintenant, j'ai écrit réglé. Je vais acheter une table. Parce que pour publier, pour sauvegarder ça, je cherchais le bouton OK, mais il n'y en a pas, on fait un publish. Donc, on le publie dans notre workspace. Et je vais vous montrer pourquoi après. Le workspace, c'est tout ça ici. C'est l'ensemble des objets que j'ai. Et entre autres, les bases de données Lake font partie du workspace. Et c'est pour ça qu'après ça, comme elles font partie du workspace, elles font partie du metadata du workspace, je peux les interroger après pour pouvoir facilement, je peux m'en servir après ça pour pouvoir faire des requêtes, pardon. Donc, si je vais acheter une table, ici, j'ai le choix, Custom. Ça veut dire que là, je vais choisir ma table, comment elle s'appelle et elle vient de où. Donc, c'est moi qui vais le faire ici. Puis là, je vais dire ici après ça, un petit peu embêtant le StreamYard, je vais pouvoir lui dire dans Général, ma table, elle est stockée où. Bon, ça pourrait être une option. L'autre option était de dire, je vais prendre une template qui existe. Et là, il y en a plusieurs. Dans les templates, j'ai des fund management, si je m'en vais dans Healthcare Insurance ou Healthcare Provider, par exemple, je m'en viens ici, je vais continuer. Et là, voyez-vous que là, je vais avoir un paquet de tables qui vont apparaître, un paquet de tables prédéfinies qui vont apparaître. Voilà. Donc, je voudrais aller dans, exemple, pas customer account, ici, je vais aller dans patient. Donc, moi, je vais prendre une table, tiens, patient. Pourquoi pas? Donc, j'ai ma table patient qui est là, ici. Je clique sur ça, ça va aller mieux. Parfait. Donc, on voit les colonnes de la table patient. Je vais dire, ajoute ça à ma base de données ici. Maintenant, je vais aller en mode
plein écran encore. Donc, c'était juste à ma base de données. Maintenant, il n'y a rien qui m'empêche de dire que moi, c'est malheureux, là, mais le Case Manager ID, moi, je ne m'en sers pas. Donc, si je le trouve ici, bon, pas Patient User ID, bon, Special ID, pour toutes sortes de raisons, je vais en prendre un autre, là, le Dead Timestamp. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ben, je peux tout simplement dire que j'en ai pas besoin. Moi, je fais un delete. Donc, je peux prendre une table qui existe déjà et je peux l'ajouter à mon entrepôt de données, à mon Lake Database ici. Et je peux déjà, donc je ne pars pas avec quelque chose qui est vide. Là, évidemment, il faudrait que j'aille plus loin. J'ai le Patient ID, Service Provider ID qui sont des clés primaires. Je pourrais avoir des clés des clés étrangères aussi. Donc, une fois que j'ai ajouté ça ici, donc j'ai pris une table qui existait déjà et j'ai pu l'ajouter. J'ai pu m'en servir. Donc, je ne suis pas parti de zéro. L'autre table que je peux faire, je peux dire, puis c'est ce que j'ai fait avec mon autre. Je peux partir avec mon autre entrepôt de données. Je peux partir avec mon test ici. Un fichier qui existe. Test ici. Je choisis un link service ici. Et là, je vais dire quelle table je veux. Je m'en viens ici. Je vais aller dans Browse. Je vais aller dans Tax Information. Je clique sur OK. Et je continue. Il est en train de détecter le type de fichier que c'est. Et voilà, il a dit que c'est un string. Moi, j'ai dit c'est bon. Et on fait create. Là, je n'ai pas de nom de colonne. Il a fallu que j'aille dire que les noms de colonne sont dans la première ligne. Mais bon. Juste pour vous dire que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, je peux carrément, j'ai trois façons de faire. Soit j'en fais une from scratch, ça veut dire à partir de rien. Je prends une template que je modifie ou je la prends telle quelle, ou je vais partir avec quelque chose, ou je vais partir avec un fichier existant. Donc, c'est comme ça que je peux créer mes données. Je vais voir au niveau de la présentation. Donc, le Database Designer me sert à ça. Je vais retourner à mode présentation. Oh mon Dieu. C'est parfait. Bon, le changement de données. Le changement de données, on peut se servir de plusieurs choses. On peut se servir d'un mapping Dataflow, c'est ce que je vais vous montrer ici. Et aussi, je peux me servir d'un notebook Spark, ici. Donc, c'est les deux outils que je peux me servir. Et on est rendu à la présentation. Si je m'en viens ici, parfait. Je suis ici. Je peux sortir de là. Parfait. Bon, ça c'est mieux. OK. Je vais fermer ça ici. Ou avant, je vais vous montrer ça. Il y a aussi une façon de dire que je peux mapper des données à ça. Donc, Microsoft m'a fourni un outil ici. Je vais me servir du Lake Database. IT Demo. Ici. Puis quelle table je veux. Donc, je vais prendre les trois tables qui sont là. Je vais continuer. Ça va me donner un petit wizard qui va me dire le mapping name test. Ici. Je continue. Et il devrait apparaître un wizard qui va me montrer quelles sont les relations entre mes tables. Donc, ça va m'aider un petit peu à définir un mapping Dataflow. Ça peut être assez simpliste à utiliser. Moi, je ne prends pas ça parce que je connais bien les mappings Dataflow. J'ai fait beaucoup de SSAS par le passé. Ça peut nous aider pour quelque chose qui est simple. Mais on va être limité assez facilement avec ça. Bon, voyez-vous? Il ne trouve pas la base de données. Bon, j'ai un problème d'exécution ici. Mais faites-moi confiance, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je vais juste aller dans ma... Je vais essayer de le faire avec l'autre parce que je n'avais pas publié la base de données. Je vais ouvrir celle-là ici. Open. Et si je fais un map data, les cases, je vais prendre celle-là ici. Je vais toutes les prendre. Continue. Qu'est-ce que ça fait? Parce que justement, je pense qu'il n'y a pas pu trouver la base de données parce que je n'avais pas encore publié. Là, on va attendre un petit peu. On apprend ça avec Azure, il faut être patient. Ça ne vient pas aussi rapidement qu'on le voudrait souvent. Voilà. Voyez-vous? Donc,
Le mapping méthode, ici, je prends quelle table? C'est quoi la source primaire, ici, de ma table? Ça serait la table qui drive tout. Puis là, je pourrais dire que c'est le mapping, comment est-ce que je le fais, quelle colonne que je prends pour mapper. Et ici, ça va aller où, la colonne target? Donc, comment je pourrais dire? C'est pas comme si je fais. Je vais faire un reset ici. Donc, c'est pas parfait ici. C'est juste que ça nous donne un petit wizard. J'ai voulu m'en servir, mais je vous avoue que je connais trop comment fonctionnent les mappings Dataflow. Je ne m'en suis pas servi. Mais ce sont des choses qu'on peut se servir aussi. Donc, je peux avoir d'autres sources de données ici. Donc, ça peut être assez puissant, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire avec ça. J'ai un petit wizard qui m'aide, mais je vais vous montrer plutôt la pipeline que j'ai fait. Donc, je m'en viens ici. On va aller en mode plein écran. Je vais grossir un petit peu. Parfait. J'ai mes state abbreviation ici. Si je m'en viens ici, je fais un data preview, refresh. Ici, ce que je fais, c'est que je prends la table. J'ai juste 52 lignes dans cette table-là et je vais la mettre dans ma table ici, dans on appelle ça un cache lookup. Je vais le mettre en mémoire. Ce que ça fait, c'est que ça va le mettre en mémoire, surtout mon cluster key. Donc, ici, j'ai minimum, j'ai 4 drivers, 4 workers. Ça va être en mémoire partout ici. Donc, voyez-vous, ça me donne ça ici. Je peux vous montrer l'autre table ici que j'ai pris. Et ce que j'ai fait avec cette table-là, j'ai plusieurs colonnes. Si je m'en vais dans projection ici, j'ai plusieurs colonnes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu shaper, j'ai voulu éliminer certaines colonnes. Donc, je me suis limité à 2 colonnes. State et A02650. Les 2 colonnes qui m'intéressent. Donc, je suis parti d'un paquet de colonnes, tout ça pour arriver à 2 colonnes. Je fais un preview pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voyez-vous, j'ai le state ici, puis j'ai la moyenne d'impôts qui aurait été payée. Mais là, présentement, ce n'est pas agrégé rien. Là, maintenant, je vais faire une agrégation par état. Donc, je vais faire un group by state et je vais faire ici une somme. Je vais faire un average, mais j'ai dit de faire une somme ici. Et si je fais un refresh, on va voir que là, on a fait une somme. Maintenant, ce que je vais arriver ici, c'est que là, maintenant, je veux lier ça aux états qui sont ici. Donc, non, excusez-moi, je ne veux pas lier aux états, pas encore, excusez-moi. Je veux juste dire que je vais le mettre en format, c'était un string, je le mets en format long. Donc, je le mets en format entier. Entier long. Je refresh, ça me donne ça. Et je mets ça, donc, comme je vais juste me ramasser avec 52 lignes, puisque j'ai fait une agrégation, je vais mettre ça dans un cache lookup ici. Juste la raison pour laquelle je vois juste 5 lignes, c'est parce qu'il faut que je joue un petit peu là-dessus sur le nombre de lignes que je vais en entrer. Ici, je vais faire millions. Donc, si je rafraîchis encore, là, je vais voir les 52 lignes. Je descends un petit peu. Voilà. Voyez-vous, là, j'ai tous mes états. Là, ce qui est assez intéressant dans ça, c'est que je peux aller ici, et là, je peux voir des statistiques, je peux profiler mes données. Ici, avec ça. Voyez-vous, je n'ai pas de nul, puis j'ai trop de données discrètes pour que je puisse avoir quelque chose qui est plus intéressant. Si je m'en vais au niveau des états, ben, je peux regarder mes stats au niveau des états aussi. Ça, c'est très utile quand on veut regarder combien de nuls on a. Ici. Voyez-vous, donc le maximum length ici, puis j'ai 51 qui ne sont pas nuls. C'est très utile pour ça parce que souvent, on fait un lookup, puis on veut s'assurer qu'on n'est pas nul. Donc, pas nul, ça veut dire qu'il n'aurait pas été trouvé. Donc, je vais juste vous montrer cette table-là ici. Ça, c'est mon fameux fichier parquet qui va arriver un jour. Et après ça, je vais filtrer, j'ai le 2000 et 2010, c'est ce que je vais vous montrer ici. Je vais filtrer sur l'année 2010. Donc, si je m'en viens ici, regardez, j'ai Decimal Time. Là, je vais pouvoir, qu'est-ce que j'ai dans cette source-là? Je vais faire, ici, voyez-vous, j'ai
Ici, j'ai 1 855 296 lignes de 2010 et j'en ai 1 809 216 lignes qui sont de 2000. Et vous, ça me donne quelque chose qui est un peu plus intéressant. Je peux voir la distribution de mes données ici avec ça. Ce que j'ai fait, donc, j'ai filtré pour l'année 2010. Après ça, je suis allé chercher l'abréviation de l'État. Ici, donc l'abréviation, parce que présentement, j'ai juste, si je m'en viens ici, j'ai juste le nom de l'État. Moi, j'ai besoin de l'abréviation. Pour faire ça, je me suis lié à ma table ici, d'abréviation. Donc, je vais chercher le AK. Pourquoi j'ai besoin du AK? Parce que cette table-là, ici, j'ai juste le state. Donc, pour pouvoir lire ces trois tables ensemble, il faut que j'aille avec le code de l'État ou la description de l'État ou le nom de l'État. Ici, donc, après ça, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai ça, ce que ça me donne, je vais faire un preview. Une fois que j'ai ça, j'ai filtré sur 2010, j'ai rajouté le code de l'État. Maintenant, je vais agréger cette information-là. Ça ici, ça me donnait le nouveau de taxation. Ça me donne la population par État. Donc, là, ici, j'ai rajouté ça. Ça me donne le state name. J'ai fait un preview quelque part qui est ici. Voilà, il est en train de se faire. Et en bout de ligne, ce que je fais, c'est que je vais tout m'assurer. Donc là, j'ai ça ici comme données. Je vais agréger maintenant. On va se ramasser. J'ai pris 1 800 quelques mille lignes que j'agrège en 52 lignes. 51 ou 52 lignes ici. Parce que j'ai eu Porto Rico qui n'était pas dans mes données. C'est ce qu'on va voir après. Ça va arriver. Et ensuite de ça, ben, en bout de ligne, là, je vais vous montrer ce que la pipeline fait. Après ça, je vais mettre ça dans une autre table. Juste pour vous montrer, voilà, voyez-vous, là, ça me donne ici, il me dit j'ai 52 lignes. Ici, et hop, je peux me trier par état. Et vous allez voir que j'ai AK et tout, puis à un moment donné, je me ramasse que j'ai rien. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas donné nul. C'est Porto Rico, puis j'ai District of Columbia. Donc, ça me donne la population ici avec ça. Maintenant, je vais lier ça avec le niveau de taxation et je vais mettre ça dans une table. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est que je n'ai pas pris des fichiers. La source, c'est le Workspace DB. Donc, c'est la base de données du Workspace. Mais ça, c'est toute la même chose. Ma destination, c'est aussi un Workspace DB. Ici. Donc, ça me permet de dire que j'ai juste travaillé avec la base de données à 4 tables que je vous ai montré tantôt. Je pourrais rouler la pipeline, ça prend quelques minutes, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que je vais vous montrer le résultat que ça donne. Parce que je l'ai fait hier, j'ai prié les dieux de la démonstration, donc j'ai pratiqué mes démonstrations ici, et vous allez voir qu'il y a des données. Donc, comment je peux interroger ces données-là maintenant, la consommation? Ben, je m'en viens ici. Je m'en viens dans l'EC DB Demo, j'ai mes tables. Et là, je peux dire, ma table finale, c'est celle-là. On va me chercher les 100 premières lignes. On va rouler ça. Et voilà. Donc, ça me donne ça ici. Là, je préfère ici un order by one. Là. Order by state abbreviation. Je vais enlever ça. Parfait. Donc, voyez-vous, je peux faire du SQB by. Et mon Dieu, je ne sais plus tout écrire. Parfait. Voyez-vous, je peux faire du SQL sur ces tables-là assez facilement. Donc, on a les tables qui sont ici, j'ai des nuls et tout et tout. Ce qui est aussi intéressant, c'est que je vais vous montrer un notebook que j'ai fait pour ça. Donc, si je m'en vais dans mon notebook qui est ici, je me suis servi du notebook à plusieurs escients. Je vais aller en format en full ici pour préparer, parce que pour amener mon dataset qui venait de Azure ML, il a fallu que je le copie dans une table. Maintenant, pour interroger cette table-là ici, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du SQL. Donc,
Ça, c'est mes tables de source. Et voyez-vous que la façon que j'appelle ça, Lake DemoDB, point, le nom de la table, avec des caractères ici. Donc, ça me permet d'interroger à partir de Spark mes sources de données ici. Et ensuite, en bout de ligne, je peux faire du Python ici si je veux ici. Et voilà, ça me donne le même résultat que j'avais tantôt. Donc, je peux soit dire que je le fais en mode SQL ou je le fais avec le mode PySpark pour me donner la même chose en bout de ligne. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est juste de partir Power BI. Ici, et on va se connecter sur la base de données, sur le Workspace DB. Power BI devrait partir un jour. Je vais fermer ça entre-temps. Donc, Power BI, je vais attendre que l'écran arrive. Get Data, merci. Get Data. Et... Parfait. Là, j'ai un écran qui va apparaître. Et ça, c'est un connecteur qui est en bêta présentement. Donc, il n'est pas disponible. Il est disponible. On peut s'en servir, là, mais ce n'est pas la version finale du connecteur. Là, j'attends juste que Power BI m'envoie la merci. Azure. Et vous allez voir que je vais me servir de lui ici. Synapse Native Workspace Beta. Donc, je me connecte sur ça. Et là, il va me demander de m'authentifier. Éventuellement. Un jour Power BI, voilà. Ça devrait arriver un jour. Voilà, OK. Voyez-vous, ça, c'est joli dans les Lake Demo qui sont ici. Ça, c'est mon workspace. On va étendre. Et là, vous allez voir que j'ai mes tables qui sont là. Voilà. Donc, mes bases de données. Et je vais ouvrir ça. Et voilà, ça, ce sont mes tables qui sont là. La table qui m'intéresse, c'est celle-là. On peut évaluer le preview. Là, je fais un load. Et maintenant, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste mettre un petit graphique très, très simple ici. Oui, oui. Load. Je ne suis pas un expert Power BI. Je trouve que ça va apparaître. Il crée les connexions, il crée son dataset, il charge les données. Ah, je suis allé en importation, c'est pour ça. Là, il va importer les 52 lignes. C'est pas grand-chose, mais il y a un peu plus de travail à faire. 52 lignes, voilà. Merci. Parfait. Là, ça va apparaître ici. Parfait, Working Unit, merci. Là, maintenant, je vais juste prendre un petit graphique rapidement, juste pour montrer qu'on a fait quelque chose. Je vais voir le state name ici, puis je vais aller chercher les colonnes qui m'intéressent. Ça va rafraîchir, et voilà. Donc, c'est pas tellement gros, mais ça nous montre un petit peu. Je me suis connecté avec Power BI au Workspace DB. Donc, pas une base de données, mais un lake database. Je vais revenir à la présentation. Voilà. Donc, en résumé, là, un Data Lakehouse, ça nous permet de combler les meilleurs aspects des Data Lake et des Data Warehouse. Donc, si j'avais continué avec le Gold, j'aurais pu avoir le côté Platinum. Donc, ma fameuse table, j'aurais pu la mettre dans une base de données et j'aurais pu m'en servir avec autre chose. Les templates puis le designer intégré à Azure Synapse sont très utiles pour surtout standardiser parce que on peut faire une table, on peut avoir une idée d'une table en tête. Moi, je peux avoir une idée d'une table en tête. Un développeur a une idée d'une table en tête. Mais ça ne veut pas dire, mais il faut qu'on s'entende de m'amener. Donc, si je vois une image graphique, comme je vous ai montré tantôt, c'est vraiment utile. Ici, les pipelines de transformation permettent de transformer puis adapter les données comme on veut.
Ça, on n'est pas limité. Puis, je peux prendre un notebook, je peux prendre PySpark, je peux prendre ce que je veux avec ça. Puis, évidemment, Power BI, grâce à son connecteur, c'est l'outil par excellence pour se connecter sur l'entrepôt, sur les Lake Database. Est-ce qu'il y a des questions, Annie? Il n'y en a pas encore. Peut-être que je n'entends pas. Ah, hello, vous m'entendez? Vous m'entendez, Christian? Allô, Christian, vous m'entendez? Oui, c'est beau. Pardon. Il n'y a pas encore de questions? Donc, j'étais très clair. Bon, espérons-le. Espérons-le, sinon, s'il y a des petits détails à ajouter. Non, mais en fait, c'est vraiment intéressant ce produit-là. Moi, je m'en suis servi dans un projet ou deux et j'ai vraiment aimé la façon qu'on peut modéliser une base de données. Le seul hic, c'est qu'il y a un format qui est très populaire sur Azure, qui est le format Delta. Et ça, ce n'est pas encore supporté. Mais Microsoft travaille sur ça. Donc, c'est ça. En gros, j'ai fini un peu avant mon temps. Oh, oui. Bon, il y a beaucoup d'appréciation dans les commentaires. Parfait. Donc, il y en a qui veulent certains approfondissements, on dirait. C'est bon? Oui, bon, merci, vraiment merci, Christian, pour cette présentation. Oui, nous vous avons eu l'an dernier et cette année encore, vous nous avez gâté avec cette présentation. C'était vraiment magnifique. La preuve, on dirait que tout le monde a tout compris. Oui, il y a quelqu'un qui pose une comparaison avec Redshift. Je ne connais pas assez Redshift pour vous répondre. Ici, je ne connais vraiment pas assez Redshift, donc je ne pourrais pas vous dire, je ne veux pas vous induire en erreur. Là. Je suis vraiment un spécialiste Azure. Le côté Amazon, là, je ne me suis pas encore intéressé à ça, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. OK, donc nous tenons à vous remercier encore une fois, Christian, pour cette présentation. Pour les auditeurs, je sais que tout le monde aimerait vous remercier, donc en ma voix, je vous transmets le remerciement et la communauté Data Driven vous remercie aussi pour votre collaboration en continu à la réalisation de cet événement annuel. Merci, on espère vous retrouver l'an prochain. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Oui, d'accord. À la prochaine.